Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur cet espace énigmatique que serait l'inconscient et d'essayer d'élaborer autour de comment l'homme serait en mouvement entre ces deux univers, du monde de la conscience et du monde de l'inconscient. Au travers de ce système à ouverture de conscience le plus développé que serait le système d'âme de la relation âme jumelle, il serait intéressant justement, d'aller approfondir puisque, ce système, heu, mettant à la loupe les moindres fonctionnements d'équilibrage dans une relation masculin-féminine, nous permettrait, heu, de décortiquer, de façon assez, objectivée mais aussi, assez fine, ces divers mouvements que l'homme ou la femme, hein, l'homme, heu vivrait, dans ces dynamiques pour s'équilibrer au niveau de ce monde concret et relationnel. C'est-à-dire que tout ce qui se jouerait en amont dans le monde de l'inconscient aurait un impact, au fil du chemin sur ce monde conscient, hein. Il y aurait vraiment, une continuité entre ce qui se jouerait de l'expression des problématiques d'une personne dans son monde inconscient, la façon dont cette personne s'exposerait à ses peurs dans ce monde de l'inconscient et la façon dont graduellement, progressivement, la manière dont la personne cheminerait dans son monde de l'inconscient aurait un impact sur son, monde conscient du relationnel concret. Voilà. Et donc c'est vrai que ça nous ramène et c'est grâce à la relation âme jumelle, qui est, la relation mettant en relief de façon la plus développée les dynamiques, d'équilibre les plus satisfaisants dans un relationnel, heu, de polarité complémentaire, relationnel amoureux, féminin, masculin. Mais tout système serait polarisé, hein, donc comme je vous dis souvent, il n'y a pas que la relation amoureuse, hein, puisque, même un système groupal, on aurait, la partie, justement, porteuse du stress, qui serait la partie, masculine. Donc la par exemple, le patient désigné dans une famille et la partie féminine, cette partie heu, qui élaborerait les problématiques, hein, heu, qui serait amené à élaborer les problématiques vu que, le, patient désigné ferait du bruit afin de mettre en relief l'origine du mal, hein. On voit comment tout système est polarisé, hein, donc quand entendons-nous bien, quand je parle de masculin, ça peut être, un homme, heu, mais ça peut être un groupe, hein, ou un patient désigné, hein, et le féminin, ça va être soit la femme ou soit, le groupe, mentalisant ou une personne mentalisant la problématique, heu et l'élaborant face à une personne ou un groupe symbolisant le masculin, ayant les symptômes et le stress. Vous voyez? Donc on revient toujours à ça, mais bon, c'est parti, donc c'est mais la relation âme jumelle vraiment, c'est vraiment ce parcours où on peut connaître tous les codes d'équilibrage de façon les plus fines entre, 2 polarités complémentaires dans un système spécifique. Et donc, je voulais aujourd'hui vous amener à réfléchir à comment s'organiseraient ces dynamiques entre ce monde de la conscience et de l'inconscient, dans un système individuel, hein, que ce soit chez une personne ou que ce soit dans un système, duo et notamment dans ce système le plus, développé que serait le système duo âme jumelle. Ça nous amènerait, et on va être amené à réfléchir à ça, ça nous amène aussi à voir comme quoi, dans ce monde de l'inconscient où tout est exposé fois 1000, hein, toutes les problématiques heu, sont confrontatives fois 1000, donc, heu,
il est intéressant de voir que la personne qui est exposée à ces traumas de façon signifiante, dans cette partie inconsciente, hein, euh, elle va donc avoir tendance à refouler, oublier ce qui s'y joue, hein. On voit bien dans les cauchemars, dans les rêves où on ne se souvient pas, on voit que le matériel traumatique de la personne est plus exprimé. C'est pour ça qu'il y a soit refoulement, soit émotion de peur très forte. Donc on va vraiment réaliser que dans cette partie inconsciente, tout est exprimé des problématiques et des peurs et des angoisses et des fragilités fois 1000. Hein. Fois 1000, c'est une façon de dire, hein, mais c'est une façon de dire que tout est décuplé et que c'est logique que quand la personne sort de ce monde de l'inconscient pour un espace conscient, soit elle ne se souvient pas de ce qui s'est joué dans cette partie inconsciente, soit elle interprète en miroir inversé ce qui s'y est joué, à partir d'un ressenti qui lui est vrai. Hein. Mais en fait, on se rend compte, comme je vous l'ai souvent dit, dans cette thématique âme jumelle, euh, plus une personne porte du matériel traumatique lourd, plus elle va être amenée à voir la vie et à appréhender les codes d'équilibrage en dynamique inversée à la réalité. Donc dites-vous bien que dans ce monde inconscient, que symboliserait le monde des rêves, mais aussi de l'extrasensoriel, quand la personne reviendrait sur le plan conscient, si elle a beaucoup de matériel traumatique qu'elle n'a pas encore élaboré, soit elle oublie totalement ce qui s'est passé, mais qui a bien existé dans le monde, sur son plan inconscient, donc sur ce plan inconscient des rêves, hein, soit elle donne une lecture inversée de ce qui s'y est passé. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et ça me fait réfléchir à beaucoup d'autres choses parce que, en fait, ça va nous amener à mieux comprendre le comportement du masculin sur le plan conscient quand il est clivé, quand il présente des fonctionnements dissociés, puisque finalement, ce serait un retour de refoulé, hein, de cet espace inconscient dans lequel le masculin aurait baigné, soit au travers des rêves ou au travers de l'extrasensoriel pour ces âmes jumelles dont je vous parle souvent à haute ouverture de conscience, avec une endurance de cœur élevée, tels les masculins, dont les masculins qui ont vraiment des capacités, entre guillemets, magnétiques, je n'aime pas dire vibratoires, puisqu'on est dans ce monde relationnel, concret, ce monde de matière et non pas dans les mondines. Et en fait, on se rend compte que quand ces masculins dysfonctionnent, ça serait un retour de refoulé de ce qui s'est joué dans leur moment où ils étaient soit dans des rêves ou soit dans euh, des, euh, des, euh, des, hum, des fonctionnements euh, des fonctionnements inélevés, c'est-à-dire dans des fonctionnements où ils auraient cette capacité à bloquer leur mental de façon signifiante. Hein. Et donc ça, c'est essentiel de se rendre compte que ce monde de l'inconscient existe vraiment. Hein. C'est pas parce qu'on l'oublie dans ce monde conscient que ce monde de l'inconscient n'a pas d'impact sur le monde de la conscience. Hein. Quand vous voyez, je vous donne souvent cet exemple, mais quand vous voyez que ça peut être difficile de résoudre un exercice de maths et que vous allez dormir entre deux et en vous réveillant, vous résolvez votre exercice de maths facilement, on voit comment la nuit, il se passe des choses, comment la capacité à élaborer les problématiques s'exprime dans nos nuits, la capacité à se faire face à nos problèmes s'exprime dans nos nuits, et comment on peut
libérer, régler des problématiques ou au contraire, heu, avoir du mal à la dépasser. C'est pour ça que des moments, heu, quand la nuit, vous avez entre guillemets, eu des difficultés à vous faire face à vos peurs bien sûr qui sont symboliques dans les rêves, mais qui, s'expriment, vous allez être imprégné le matin d'émotions, lourdes. Ça voudra dire que vous avez été débordé par le matériel traumatique auquel vous vous exposiez dans vos rêves, hein, et c'est là que les personnes vont dire: «Oh, il m'est arrivé des trucs toute la journée». Les personnes sont imprégnées de ce matériel traumatique qu'elles n'ont pas pu gérer dans leur nuit, et là, c'est vrai que c'est un problème, un handicap. Et quand les personnes dans leur inconscient arrivent à faire face de façon graduelle et nuancée à leurs problématiques, on voit que la journée d'après, les jours d'après, les personnes vont se sentir de mieux en mieux, hein. En consultation, quand je rencontre des personnes qui sont dans des mouvements dépressifs, il est très fréquent que les personnes ne dorment pas, très difficilement pendant des nuits et des nuits, qu'elles puissent faire des cauchemars, et que au fil de ces nuits difficiles, la personne arrive de plus en plus à sortir de ces problématiques, avec des allers-retours bien sûr, mais on voit qu'il s'y passe des élaborations psychiques qui vont aider à dépasser le mouvement dépressif euh, au fil des mois. Au fil des mois, on voit vraiment que le rêve, ça a une fonction thérapeutique, hein, une fonction de libération émotionnelle. Et bien sûr, il faut savoir pouvoir gérer ces rêves qui sont cet espace de l'inconscient, et que cet espace de l'inconscient ne se gère pas facilement. Pour ça aussi que des moments, les une personne aura beau prendre des traitements, des anxiolytiques, des somnifères, des personnes n'arriveront pas à s'endormir, et paradoxalement, c'est parce que leur inconscient les protège, parce que, si la personne ne tombe pas facilement dans le sommeil même avec des traitements, c'est son inconscient qui la protège. La personne serait peut-être trop exposée à ses peurs, et le traitement ne l'aiderait pas à gérer émotionnellement ses peurs dans ses rêves. Donc la personne va être exposée moins à ses peurs au travers de ruminations dans ses insomnies. Parce que les ruminations, c'est une exposition aux peurs. Mais être dans des cauchemars qui seraient pas possibles de gérer parce que le matériel traumatique serait trop signifiant, amènerait à ce que la personne ne puisse pas dormir, hein. Donc on se rend compte que justement, tout cet espace de l'inconscient a vraiment, vraiment euh, toute sa place, encore une fois dans le 50-50, entre le monde de la conscience et l'inconscient, et que euh, cette, euh, euh, cette vie dans le monde de l'inconscient, cette vie dans le monde des rêves, dans le monde de nos sommeils, est aussi important que notre vie dans le monde de la conscience. On voit qu'il y a une continuité entre les deux mondes, et que la façon dont les peurs vont être gérées dans le sommeil vont avoir un impact pour mieux gérer ou non nos peurs dans la journée, nos peurs dans le relationnel concret de la journée. Voilà, donc sachant que dans ce monde de l'inconscient, le matériel traumatique s'exprime en toute puissance, parce que c'est un réservoir où se tiendraient tous les traumatismes non encore élaborés de la personne, hein. Donc vous voyez comme quoi cet espace a un impact énorme, et que c'est une fonction principale de notre mental dans le monde de la conscience, de réguler ce matériel traumatique pour le faire revenir au niveau de la conscience progressivement. Mais quand vous êtes dans vos rêves, dans ce monde de l'inconscient, vous voyez que c'est plus difficile de gérer les expositions aux peurs, hein. Souvent, dans les rêves, on n'arrive pas à critiquer ce qui nous arrive. On a moins de possibilités de libre arbitre. C'est là où on voit que le matériel traumatique dans les rêves est plus signifiant. Le mental est plus bloqué, et ce mental, comme je vous dis souvent, il est protecteur, il nous amène à repérer là où est le matériel traumatique pour s'en extraire au bon moment et revenir dans un autre temps pour s'exposer à nouveau aux peurs. Donc ce baromètre, ce mental protecteur qui nous permet de capter la présence du matériel traumatique et de s'y exposer progressivement,
il n'est pas si opérant dans notre sommeil normal, dans notre sommeil. Nous serions plus exposés à notre matériel traumatique puisqu'il contiendrait ce sommeil l'ensemble de nos problématiques non élaborées. Dans le monde de la conscience, le mental pourrait mieux opérer puisque les problématiques existentielles seraient régulées et elles ne reviendraient à la conscience que progressivement pour être élaborées. Voilà. Donc vous voyez que ça nous amène à beaucoup de choses et ça nous amène aussi à comprendre pourquoi les flammes jumelles, j'insiste, les flammes jumelles, ces êtres unifiés, interpréteraient tout en lecture inversée dans leur ressenti concret conscient. Hein, puisqu'on a vu que donc ces flammes jumelles, êtres unifiés, les âmes jumelles, ce seraient ces êtres polarisés qui auraient leur moitié complémentaire, elles, hein, qui ce sont des âmes jumelles. Les flammes jumelles, elles, seraient des énergies unifiées qui seraient aimantées instinctivement à une personne polarisée, présentant une même intensité de problématiques narcissiques qu'eux, mais avec des défenses complémentaires. Les êtres unifiés auraient des problématiques narcissiques signifiantes, mais dans des défenses de contrôle. Alors que leur objet de convoitise, l'être polarisé, hein, qu'il soit féminin ou masculin, aurait une problématique narcissique de même intensité, mais dans une défense de soumission, dans une défense sacrificielle. Donc, on voit que par loi d'attraction, les grands cœurs attirent les grands égos. Ces êtres unifiés seraient ces êtres égocentrés, flammes jumelles, attirés par une âme jumelle polarisée, présentant une problématique narcissique de même intensité, mais dans des défenses où elle se sacrifierait face aux demandes égotiques de la flamme jumelle unifiée. Donc on aurait encore cette histoire de processus chaser-runner. C'est pour ça que dans ce parcours de ces êtres unifiés, cette classification chaser-runner résonnerait pour eux. Hein, puisque bien sûr, ils seraient autant à travailler leur équilibrage d'énergie féminine et masculine, puisqu'ils auraient les deux énergies en même dosage, eux, ces êtres unifiés. C'est pour ça que tout se tient dans leur façon de raisonner, logiquement, qu'ils auraient, puisqu'ils ont les deux énergies de même intensité. Et aussi, cette classification de chaser-runner peut que résonner en eux, puisqu'ils sont attirés par point d'accroche égotique à des personnes qui peuvent les nourrir d'amour énergétiquement au bon dosage par rapport à leur carence affective et par rapport à leurs besoins énergétiques d'amour polarisé, puisque eux ne peuvent pas fabriquer de l'énergie polarisée. Et donc on aura, comme je l'ai souvent dit, on a cette bataille entre finalement ces flammes jumelles unifiées et ces âmes jumelles polarisées. Et on peut comprendre pourquoi elles ont cette dénomination jumelle, puisque c'est des énergies unifiées. Donc ils n'ont pas c'est pas de moitié, le terme moitié ne leur parle pas. Ils sont attirés par une sorte de jumeaux, de faux jumeaux, qui présentent la même problématique narcissique, mais avec des défenses complémentaires opposées. Eux ont besoin de l'énergie polarisée, de ce qu'on va dénommer comme les runners polarisés. Les runners polarisés, eux, vu qu'ils fabriquent de l'énergie polarisée, ils vont essayer de se défendre de leurs problématiques narcissiques en donnant, eux, ce qu'ils n'ont pas reçu dans leur carence narcissique. C'est-à-dire, globalement, si imaginez que vous avez un runner polarisé qui a eu des parents très dysfonctionnels qui n'ont jamais donné d'amour, il va avoir tendance
inconsciemment aller rechercher des femmes qui vont être aussi rejetantes, froides que l'objet parental. Il répète la situation défensivement pour essayer de réussir cette fois la réparation narcissique du parent qui les a rejetés. Et bien sûr, à un moment donné, il y a saturation, hein, mais ça veut bien dire que dans cette problématique narcissique, les êtres unifiés ont de graves carences. C'est normal, il ne faut pas fabriquer des énergies polarisées. Donc, ils sont amenés à en rechercher à l'extérieur. Et les êtres polarisés de grand cœur et qui ont une endurance de cœur élevée vont être attirés par les êtres unifiés les plus lourds narcissiquement, hein. Parce que dans leur position d'avoir enduré ces êtres de cœur polarisés, beaucoup de douleurs, de souffrances, pour avoir porté beaucoup de stress périphérique, ils sont vraiment en aimantation, tant qu'ils n'ont pas réglé leur problématique égotique, leur problématique sacrificielle, ils sont vraiment en aimantation avec les êtres unifiés les plus égotiques. Ces êtres de grand cœur, à l'endurance de cœur élevée que seraient ceux que l'on nomme les runners polarisés, féminines ou masculins, hein, seraient ces êtres de grand cœur sacrificiels avec un réservoir énergétique élevé, une endurance de cœur élevée, qui auraient été habitués depuis leur temps d'enfance à être hyper responsabilité, à porter le stress des autres, et qui, tant qu'ils n'auraient pas réglé leurs problématiques, mais ces problématiques ne pourraient pas se régler en 2 secondes, tellement ils auraient porté dans leur endurance de cœur élevée pas mal de stress extérieur, donc ils seraient pendant très longtemps attirés par des personnes de grands égos, ces êtres unifiés, qui viendraient leur voler leur énergie polarisée, voler sans voler, puisqu'il y aurait une aimantation, mais c'est une aimantation entre ces deux mondes. Et le runner polarisé aurait besoin de beaucoup d'expériences de saturation pour s'affirmer justement graduellement auprès de ces chasers unifiés. Hein, vous voyez toute la logique, et ce que je vous raconte, c'est de la science, c'est une loi d'attraction. Et donc vous voyez bien que face à ces flammes jumelles qui sont des êtres unifiés très égocentrés, il faut des êtres de grand cœur sachant porter un stress énorme, donc ces âmes jumelles polarisées. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc on va commencer à aborder vraiment ce monde de l'inconscient et la façon dont tout, à partir du moment où on comprendrait comment cet espace inconscient fonctionne par rapport à son impact dans l'espace conscient, on pourrait tout expliquer de ce qui se joue à l'heure actuelle, de la façon dont les flammes jumelles unifiées, entre guillemets, dans des codes sectaires, verraient tout en miroir inversé, et à partir de leur ressenti, interpréteraient en miroir inversé ce qu'ils vivent dans le monde inconscient, des rêves ou de l'extrasensoriel, mais qu'ils auraient oublié sous l'effet d'un gros matériel traumatique non réglé en eux. On pourrait expliquer comment actuellement toutes les personnes polarisées sous emprise de ces êtres unifiés dans ce monde de l'extrasensoriel des rêves auraient tendance des moments à se cliver dans la matière, à ne pas avoir des raisonnements psychiques, des raisonnements fonctionnels parfois, hein, ces phénomènes de possession égotique dont je vous parle souvent seraient liés à la manière dont ils se font avoir dans les mondes de l'inconscient, quand ils sont sous emprise, quand ces êtres lilithiens, ces êtres unifiés, usant de leur code d'amour inconditionnel intériorisé, hypnotiserait finalement dans le monde de l'inconscient les runners
polarisé, féminin ou masculin, et comment ce, cette, ce culte de la foi de cœur des mondes intériorisés, ce culte du faux amour, comme je le dis souvent, de l'amour inconditionnel, pratiqué non pas dans le relationnel, mais dans le monde intérieur, serait vraiment l'arme suprême du mal pour hypnotiser les personnes les plus généreuses dans les mondes inconscients, les mondes unifiés, les mondes dits. Et comment, dans cette hypnose du monde de l'inconscient, ça se traduirait dans le monde conscient, avec des masculins ou des féminines polarisés qui auraient des comportements pas toujours logiques et qui se feraient facilement vampiriser par les systèmes abusifs dans le relationnel. En étant dans des liens d'emprise, des liens lilithiens, des liens d'hypnose avec ces êtres unifiés dans le monde des rêves, de l'inconscient, de l'extrasensoriel, cela s'exprimerait dans le monde de la conscience par un masculin ou une féminine polarisée qui ne serait pas toujours logique dans ses comportements, en privilégiant souvent des êtres abusifs par rapport à des personnes chères de partage avec qui ils auraient des relations harmonieuses. Vous voyez, tout est en lien. Hein, tout est en lien. Bon, j'ai essayé de commencer, mais je pense que c'était important vraiment de vous expliquer comment ça marchait, puisque oui. Donc en fait, pour revenir à ce monde de l'inconscient, on pourrait dire que ce monde de l'inconscient, ça serait soit le monde des pensées, hein, c'est des pensées inconscientes, mais aussi des rêves, le monde de l'extrasensoriel, hein, le monde vraiment où la personne est en état finalement de méditation, hein, où elle sort finalement de l'ancrage tel qu'il est dans ce monde. Hein, c'est quand elle est, cette personne, dans un temps en suspens, du temps présent, à ne pas faire fonctionner son mental, donc un espace méditatif, hein, un espace, ça peut être le monde justement des pensées, des rêves, de l'extrasensoriel, le monde de la relaxation, tout simplement. Et donc, cet espace énigmatique ne serait pas palpable, mais ce qui s'y jouerait de manière latente aurait une incidence à long terme sur les dynamiques relationnelles conscientes, hein, les dynamiques relationnelles concrètes, conscientes de la personne. Tout cet état méditatif, cet espace finalement de non-contrôle du mental, ou de moins grand contrôle du mental, hein, parce que je vous dis, dans les rêves, le mental, il opère aussi, hein, mais largement moins, parce que souvent, on ne se souvient pas de nos rêves. Pour vous dire que quand on ne se souvient pas, c'est que c'est refoulé, qu'il y a beaucoup de matériel traumatique. Les rêves que vous allez conscientiser, c'est des rêves où finalement, vous avez une bonne maîtrise, et une bonne affirmation juste par rapport au cadre dans lequel vous êtes, au cadre dans lequel le rêve vous expose, que ce soit un cadre serein ou un cadre plus éprouvant, quoi. Quand on se souvient d'un rêve, le mental, il fonctionne bien. Et donc, il maîtrise bien l'affirmation juste. Donc, cet espace énigmatique de l'inconscient ne serait pas palpable, mais ce qui s'y jouerait de manière latente aurait une incidence à long terme sur les dynamiques relationnelles conscientes. Hein. Il y a vraiment une continuité entre ce monde de l'inconscient et ce monde du conscient. Dans ce cadre inconscient, l'homme serait exposé. Lulu, il y a Lulu à côté, il tremble. Alors si vous voyez l'écran trembler, c'est mon Lulu qui est en train de se réveiller. Il était dans le monde de l'inconscient. Alors, dans ce cadre inconscient, l'homme serait exposé à toutes les problématiques qu'il n'aurait pas à régler. Hein. Ce cadre de l'inconscient expose vraiment l'homme à toutes les problématiques non élaborées. C'est le réservoir où se tient toutes les problématiques non élaborées. Donc, il serait logique qu'il ne puisse pas avoir clair accès à son contenu signifiant lorsqu'il élabore dans le cadre conscient. Hein. Lorsque l'homme est dans un cadre conscient, c'est logique qu'il n'ait pas plein accès à tout ce qui s'est passé dans son monde inconscient.
là où sont vécues toutes les souffrances relationnelles non digérées, là où l'ensemble du matériel traumatique réside, l'homme ne peut y pénétrer de son conscient que de manière très partielle. Plus les douleurs inconscientes sont prégnantes et enquistées, moins leur sens remonte à la surface consciemment. Hein. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est plus vous avez de douleurs non élaborées dans le monde de l'inconscient, euh, plus le sens et la mémorisation, la mémoire de ce qui s'est passé dans ce monde inconscient est accessible. Hein. Donc, plus les douleurs inconscientes sont prégnantes et enquistées, moins leur sens remonte à la surface consciemment. Toutefois, l'homme les ressent. Il ressent ces douleurs toutes ces émotions de l'inconscient. L'homme les ressent dans leur consistance et leur nature. Il ressent, souvent moi quand je suis en consultation, je demande, la question que je pose autour des rêves, c'est quelles étaient les émotions que vous avez ressenties à votre réveil? C'était quoi les émotions? Parce que ça apprend beaucoup de choses. C'est les émotions du rêve. Quand la personne se réveille, elle est imprégnée des émotions du rêve. Même si elle n'a plus accès au contenu du rêve, ces émotions parlent des émotions du rêve. Hein. Et ça, c'est très important aussi de comprendre aussi que l'homme, il ressent la nature, la consistance de ces émotions dans le rêve. Quand il revient dans son monde conscient, l'homme en est imprégné. Mais plus le mal sera lourd, plus l'interprétation donnée au vécu intérieur sera livrée en miroir inversé de la réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on voit bien d'ailleurs dans le parcours âme jumelle, quand vous avez pas mal de personnes qui exposent comme quoi elles souffrent physiquement, psychiquement, et que c'est parce qu'elles sont plein de travail d'élaboration qu'elles expliquent que ces crises les amènent à être de plus en plus en complétude, à libérer de plus en plus leurs problématiques et à avancer, alors qu'on voit très très bien dans leur dynamique fonctionnelle que ces personnes sont très, dysfonctionnelles, puisqu'elles ne pratiquent pas du tout les codes du juste équilibre, et on voit dans leur façon d'être qu'elles sont dans des fonctionnements très égocentrés. On voit comment ces crises apparaissent pour elles salvatrices, comment ces personnes les interprètent comme un avancement dans leur complétude, alors qu'il en est le sens opposé, hein, que les personnes s'enfoncent de plus en plus dans l'aveuglement de leurs problématiques narcissiques. Et bien sûr, elles le ressentent dans leur corps, comme certainement dans leur sommeil. Le corps en parle pour les avertir, puisque je vous dis toujours, le corps comme le mental sont des protecteurs qui sont des signaux d'alarme pour avertir du danger. Les personnes très fragilisées narcissiquement, moins elles vont se remettre en question, moins elles vont s'exposer au miroir relationnel, les amenant à voir davantage leur fragilité, plus elles vont s'enquister dans leurs problématiques narcissiques non réglées, et bien sûr, plus le corps va en parler. Mais ces personnes fragilisées, portant de plus en plus de matériel traumatique, hein, qui s'enquistent en elles, puisqu'elles ne travaillent pas, vont de plus en plus interpréter en miroir inversé leur douleur, pensant être de plus en plus dans des temps de libération, de transmutation, de tout ce que vous voulez, qui va les amener au sommet de la liberté, ce qui est totalement faux, et c'est prouvable. Et donc, c'est là où vous vous rendez compte que plus la personne est encaissée dans du matériel traumatique, plus la façon dont elle va interpréter ce langage de l'inconscient, qui s'exprime dans les rêves, les symptômes, le corps, plus elle va interpréter le langage de l'inconscient en lecture inversée. Certes, elle va ressentir les vraies émotions, les vraies sensations au sortir de cet espace inconscient. Elle va ressentir, par exemple, une émotion intense de colère au sortir d'un rêve, elle va ressentir des douleurs dans le corps, mais elle va en donner une interprétation en lecture inversée. Et pour ces personnes très traumatisées, ils vont connoter positivement tout cela.
Alors je ne vous dis pas, hein, chez les personnes en équilibrage qui avancent dans leur affirmation juste, les douleurs expriment un avancement, hein, on est d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que dans le parcours âme jumelle, heu, on a actuellement, des personnes qui sont éprouvées, mais dans le bon sens, pendant que dans le parcours flamme jumelle de ces êtres unifiés, ils sont éprouvés aussi, mais c'est parce que ces personnes unifiées sont éprouvées parce qu'elles s'enfoncent de plus en plus dans leurs problématiques, alors que les personnes âmes jumelles polarisées sont éprouvées parce elles libèrent de plus en plus leur matériel traumatique et elles avancent de plus en plus. Des deux côtés, il y a un corps et des ressentis éprouvants, un corps qui souffre, des ressentis éprouvants. Dans ce cheminement, entre guillemets, apocalyptique, où se jouerait un fossé entre ceux qui s'enfoncent de plus en plus dans l'ego et ceux qui s'affirment de mieux en mieux. Et cette lecture nous permet de comprendre pourquoi euh, un processus naturel se jouerait de plus en plus. C'est-à-dire que plus on avancerait, plus les personnes égotiques sombreraient de plus en plus dans l'aveuglement, les personnes affirmées seraient de plus en plus éclairées. Pourquoi on aurait des personnes égotiques qui déliraient de plus en plus et des personnes affirmées qui s'ouvriraient de plus en plus en conscience? Et pourquoi on aurait ces deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre? Ils s'éloigneraient de plus en plus. Et pourquoi, de façon aussi étonnante, en cette ère, on aurait des personnes qui parleraient un langage clair, cohérent euh, et qui seraient de bon sens et qui pourraient ce langage être démontrer, hein, que tout ce qui se poserait se pourrait démontrer. Et pourquoi, face à toutes ces vérités posées, on aurait en face des personnes égotiques de plus en plus aveugles et réagissant de moins en moins à ce qui leur est donné de vérité universelle. Certes, au départ, ils résisteraient un certain temps, ces personnes égotiques, mais de moins en moins, puisque plus ils s'enfonceraient dans leur matière traumatique, plus ils lâcheraient prise face aux réalités mises en lumière des personnes qui les dérangeraient bien sûr, mais dans leur code de plus en plus inversé, leur délire les amènerait à se dire qu'il ne faut plus du tout de point d'accroche avec ces êtres de vérité qui leur manifesteraient des choses démontrables. On voit vraiment qu'il y a deux processus en parallèle qui se posent et que la vie est bien faite parce qu'il y a une justice naturelle. C'est-à-dire que plus les personnes équilibrées de ce monde, donc les personnes polarisées de ce monde, avanceraient et mettraient en lumière, relief les règles de l'équilibre, plus les personnes égotiques lâcheraient. Parce que la lumière les amènerait à de plus en plus délirer dans un lâcher-prise, donc ce qui protégerait bien sûr les êtres polarisés qui manifesteraient des vérités en face, hein. Ils seraient de moins en moins agressés, ces êtres polarisés, par les êtres unifiés qui deviendraient de plus en plus délirants face à toute cette lumière révélée et qui penseraient que le lâcher-prise serait la meilleure solution pour avancer et pour neutraliser les personnes polarisées dérangeantes de par les vérités qu'elles expriment. Vous voyez comme quoi la vie est bien faite parce que finalement ça permet aux êtres polarisés d'être de moins en moins embêtés par les êtres unifiés qui délirent de plus en plus. Voilà, il y a vraiment un jeu de miroir qui est fort passionnant à comprendre et on voit que la vie protège les gens de bon sens parce que plus elles éclairent de vérité, ces personnes de bon sens, plus les personnes égotiques sont réveillées beaucoup dans leur matériel traumatique, plus elles délirent, moins elles peuvent faire de mal aux personnes de bon sens qui révèlent la vérité. Donc, plus le mal sera lourd, plus l'interprétation donnée au vécu intérieur sera livrée en miroir inversé de la réalité. Les émotions ne seront pas attribuées au bon endroit. Les projections et les inversions de place prendront le devant de la scène dans la lecture des ressentis perçus.
oui, plus la personne est traumatisée, plus elle va attribuer ses émotions au mauvais endroit. C'est-à-dire que la personne traumatisée va projeter sur une personne plus équilibrée, plus solide en face d'elle, toutes ses problématiques, en accusant l'autre de ses problématiques. C'est pour ça que souvent, on le voit, les personnes perverses n'ont de cesse de traiter les gens équilibrés de pervers. Et on a vraiment cette dynamique qui se joue, où, comme on le voit dans les maladies lourdes, hein, comme la psychose, où il y a une projection massive des problématiques narcissiques sur un autrui plus solide, hein, et une inversion de rôle. Parce que dans ces systèmes sectaires, hein, comme je vous en parle beaucoup au travers des relations âme jumelles, on voit comme quoi la meilleure défense, c'est l'attaque pour ces personnes. C'est d'accuser l'autre de leurs problématiques avant que l'autre ne puisse le faire. Hein, d'où toutes ces dynamiques de devancer les fonctionnements défensifs logiques de l'autre avant qu'il soit accusé. C'est ça qui est hyper impressionnant. Moi, quand j'ai fait travaux sur le systémique, quand j'ai vu au travers des recherches comment les systèmes sectaires opéraient au travers soit du plagiat décontextualisé, soit d'accuser l'autre de ce qu'il faisait avant qu'il soit accusé. Il y a toutes les dynamiques manipulatrices et où on voit des raisonnements profondément perturbés, égotiques. Hein, et rien n'arrête ce fonctionnement. Finalement, on voit que plus une personne est traumatisée, plus elle s'enfonce dans le grossier, le délire, mais sans jamais pouvoir s'arrêter, parce que la personne est tellement fragilisée narcissiquement qu'elle ne peut pas s'arrêter dans sa toute-puissance égotique. Voilà, donc on a vraiment ce phénomène où plus la personne est traumatisée, plus elle va projeter, inverser les rôles, plagier parce qu'il n'y a pas du tout de créativité chez ces personnes, tout en décontextualisant pour amener un faux raisonnement qui amènera à engager, à utiliser la créativité de l'autre pour pratiquer des abus. La créativité de l'autre. Parce qu'en fait, ces fonctionnements sectaires n'ont pas de créativité, ils ne peuvent pas comprendre par eux-mêmes toutes les logiques fines mentales, mais ils vont réutiliser ce qu'ils ont appris au travers de personnes créatives polarisées pour le détourner des fins structurées et en faire des fins déstructurées. Et je vous amène à voir qu'au travers de la dynamique âme jumelle, vous avez un parfait exemple de tout ça. Hein. C'est la meilleure école, je dirais, à l'heure actuelle. Cette thématique âme jumelle, pour voir comment toute l'intelligence psychologique d'un mental défaillant peut être mis au service des causes les plus égotiques et les plus déstructurées. Puisque bien sûr, les flammes jumelles opèrent auprès des hommes d'équilibre les plus endurants énergétiquement. Ce sont ces flammes jumelles opèrent auprès, ces flammes jumelles unifiées opèrent auprès des âmes jumelles polariser les plus équilibrées, qui ont donc un réservoir énergétique polarisé puissant pour les nourrir. Si bien sûr ces âmes jumelles polarisées se laissent embobiner et ne sortent pas de l'emprise. Mais bon, les âmes jumelles, encore une fois, les plus affirmées sur leur chemin, bien sûr, se libèrent de toutes ces dynamiques manipulatrices, hein, même les plus... En fait, c'est dans ce parcours, c'est normal que plus une personne est affirmée, plus elle va avoir des situations ambitieuses et complexes pour affiner son mental et être dans l'équilibrage le plus juste. C'est pour ça qu'elles rencontrent sur leur parcours des personnes agresseurs, donc ces êtres unifiés, qui sont les plus adéquats, ces agresseurs pervers finalement, plus adéquats pour forger
la personne polarisée dans les affirmations les plus solides, pour que la personne expérimente les situations les plus difficiles afin d'affiner ses stratégies les plus fines dans son équilibrage et l'équilibrage de ses systèmes extérieurs. Ainsi, les flammes jumelles unifiées capteraient dans leur perception extrasensorielle la teneur du lien d'emprise qui les relierait à leur cible masculine polarisée. Masculine ou féminine, hein, je dis bien, dans ces dynamiques, il y aurait des masculines ou des féminines polarisées âmes jumelles. Hein. Donc, comme les flammes jumelles sont de nature d'essence unifiée yin, elles utiliseraient leur atout, leur perception extrasensorielle, pour travailler l'emprise sur leur cible, qui serait féminine ou masculin polarisée. Bien sûr, dans leur dynamique, entre guillemets, abusive, cette cible polarisée ne serait pas le terme qu'elles utiliseraient, elles, ces personnes. Elles ne parleraient pas de cible. Elles penseraient, dans leur fonctionnement complètement égocentré, être en droit de demander cela à un masculin, de demander de l'énergie polarisée, l'énergie d'amour, à un masculin ou une féminine polarisée. Dans leur dynamique égocentrée, ils penseraient, entre guillemets, on va parler de cette dynamique chaser unifiée, ces chaser unifiés penseraient qu'ils sont bien plus intelligents, qu'ils ont fait un travail de complétude bien plus élevé que la féminine ou le masculin polarisé, et plus avanceraient dans leur délire, plus ils le penseraient, alors qu'on voit que dans la réalité, ces masculins ou ces féminines polarisées qui fuient ces chasers unifiés sont de plus en plus affirmés. C'est pour ça qu'ils les fuient de mieux en mieux, avec de plus en plus d'habileté. Mais tant qu'il y a des points d'accroche égotiques, on a une féminine ou un masculin polarisé qui va déployer toute une énergie pour essayer de se sortir de ce lien d'emprise obsessionnel narcissique lié à leur propre fragilité narcissique des temps passés. Parce que souvent, ces féminines, ces masculins polarisés ont eu une enfance où ils ont été hyper responsabilisés, ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur dans les regards des objets parentaux, et on voit comment ils essaient, dans cette accroche égotique à ces chasers unifiés, de trouver sens à l'échec qu'ils ont vécu en amont dans l'enfance et de réussir cette position de sauveur qu'ils auraient voulu avoir et auraient voulu réussir avec les objets affectifs de l'enfance. Vous voyez comment il y a toute une logique. Mais rappelons-le, les chasers unifiés, eux, ils ne pensent pas que c'est une cible, ce masculin ou cette féminine polarisée. Ils pensent être dans une égalité, hein, que quand ils sont contrôlants avec leur moitié qui fuirait, c'est parce qu'eux, ils voient bien, ils sont raisonnables, ils sont justes, et que c'est le masculin ou la féminine polarisée qui ne voit rien et qui n'est pas juste, qui n'a pas fait suffisamment de travail intérieur. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Le masculin ou la féminine polarisée fuit parce que ils sont en train de se guérir. Dans cette saturation à des personnes contrôlantes et entre guillemets castratrices, les âmes jumelles polarisées commencent à s'affirmer de mieux en mieux, à saturer et à s'endurcir de plus en plus pour protéger mieux leur espace. Donc elles fuient. Ce n'est pas dit qu'elles ne rencontrent pas encore plusieurs situations relationnelles abusives, mais les situations relationnelles abusives seront de moins en moins fortes au fil de leur chemin d'avancement dans l'affirmation juste. Donc, les flammes jumelles unifiées capteraient dans leur perception extrasensorielle la teneur du lien d'emprise qui les relierait à leur cible masculine ou féminine polarisée. Toutefois, leur lourd traumatisme entraverait leur capacité à cerner l'origine de la souffrance dans cette connexion forcée. Voilà. Leur lourd traumatisme à ces êtres unifiés les empêcherait de cerner l'origine de la souffrance de cette connexion forcée. Pour eux, ça ne serait pas une connexion forcée. Pour eux, ces êtres unifiés, un
un runner polarisé qui fuirait, ça n'aurait pas de sens, si ce n'est que ce runner polarisé serait en défaut. C'est parce euh, il serait, il sortirait d'un lien pour eux, les shaders unifiés, qui serait un bon lien. Et en fait, tout est en miroir inversé. Euh, Ces shaders unifiés ne verraient pas que c'est eux le problème. Ce sont eux les problèmes. Ils penseraient que c'est le runner polarisé qui est complètement hermétique à leur bon sens à eux, alors qu'ils seraient complètement en délire ou dans des fonctionnements abusifs lourds, et le runner polarisé fuirait de plus en plus. Bien sûr, comme il pourrait faire beaucoup de bruit en amont, ce runner polarisé, quand il fuit, puisque partant d'une addiction très lourde que serait cette relation flamme jumelle, et non pas âme jumelle, hein, j'insiste, partant de cette relation très lourde que serait cette relation flamme jumelle, cette relation abusive, il ne pourrait pas investir tout de suite des situations abusives. Donc, il passerait par d'autres dépendances, que ce soit dans des addictions telles que l'alcool, la drogue, d'autres addictions, ou des dépendances relationnelles euh, encore abusives, mais de moins en moins lourdes. Donc, pris dans un ego fragilisé et surdimensionné, la fosse, la fosse féminine abusive, hein, on va dire la fossine abusive, penserait être solide et complète narcissiquement, tandis que la fausse moitié polarisée serait, selon elle, en difficulté psychique et émotionnelle. Ça, c'est ce que le chaser unifié abusif penserait dans sa tête traumatisée. Pris dans un ego fragilisé et surdimensionné, cet être unifié, ce chaser unifié abusif, penserait être solide et complet narcissiquement. Tandis que le jumeau, hein, ils le disent bien d'ailleurs, c'est le jumeau, ils ne parlent pas de moitié, hein, le jumeau euh, polarisé, lui, serait en difficulté psychique et émotionnelle. Il verrait tout en miroir inversé. Dans la lecture intuitive de l'être unifié, l'être polarisé convoité n'aurait pas fait suffisamment de travail sur lui-même. Dans ce miroir inversé, l'être unifié inverserait les rôles, car il serait trop fragile pour faire face à ses prégnantes blessures identitaires. Ça, c'est de la psychologie, hein. Ça, c'est des règles démontrables des processus psychologiques, hein, et comme je vous dis, tout ça, tous ces fonctionnements psychologiques peuvent être mis en relief facilement. Et bien sûr, comme je vous l'ai souvent dit, le monde parfait d'affirmation juste, c'est un monde de matière. Même si des mondes éthérés existeraient, plus on reviendrait dans un monde d'équilibrage, plus, comme je vous le dis souvent, que ce soit les anges seraient incarnés, le monde des morts s'exprimerait dans son ego lourd au moment du rééquilibrage, entre guillemets, apocalyptique, on aurait toute une expression des différents espaces pour qu'à la fin, dans ce parfait équilibrage, le monde du conscient et de l'inconscient se retrouve dans la matière totale, sans monde éthéré ou monde densifié. Hein, et c'est là où on aurait ce monde de la conscience qui s'exprimerait dans la journée, le monde de l'inconscient qui s'exprimerait maintenant dans les rêves. Il n'y aurait plus de monde des morts qui traduirait aussi un monde de l'inconscient. Donc ça, je vous en ai parlé, mais bon, à chaque fois, ça fait beaucoup de digressions, mais c'est pour comprendre vraiment toute cette logique des systèmes qui se tient totalement, et que bien sûr, on n'aurait pas de différenciation telles qui sont posées, où il y aurait besoin d'être spécialiste de l'énergétique, ou de faire appréhender toutes ces différentes strates de l'émotionnel, l'éthérique, somatique, corporel, tout ce que vous voulez. C'est tout. Plus le monde est en équilibrage, plus on voit que les processus d'équilibrage à étudier passent par bien sûr de l'énergétique, mais cette énergétique va être de plus en plus palpable, puisque une énergétique équilibrée s'exprimerait dans le monde de la matière. Hein. Donc au travers des dynamiques relationnelles, au travers d'une appréhension psychologique des règles d'équilibrage de ce monde les plus fins. Hein. L'outil d'expression de compréhension serait l'outil psychologique, avec l'utilisation du mental, et non pas des outils, encore une fois, énergétiques, du monde de la méditation, de ce que vous voulez, la relaxation, du monde yin, des techniques unifiées, qui, elles, ces techniques
sont les techniques utilisées dans le monde du déséquilibre. Le monde de l'équilibrage se fait dans un monde de matière yang. Les codes yin appartiennent à un monde non encore en équilibrage. Hein. Si ce n'est ceux qui resteront, ces codes yin qui resteront en fin d'équilibrage, ce seront bien les codes du monde des rêves, du monde de l'extrasensoriel perçu par ces personnes plus de polarité yin, telles qu'on les appellerait les anges incarnés, ou chez les hommes, ça serait plus l'homme yin masculin qui aurait plus cette finesse extrasensorielle, ces perceptions. Mais encore une fois, ces deux mondes, hein, monde yin et yang, exprimeraient leur continuité dans la capacité de l'homme à bien réguler et faire travailler son mental. Voilà. Ça, c'est très important à comprendre. D'accéder au code d'équilibrage de ce monde passe par le mental. Alors, quand vous êtes plus sur un mode extrasensoriel de perception, c'est sûr que vous êtes plus dans des temps finalement où vous allez méditer, vous allez être dans un temps où vous allez plus bloquer votre mental, mais dans un monde qui sera en parfait équilibrage, ça ne posera plus problème. Mais en cette ère où on est dans des ouvertures de conscience élevées, la moindre problématique non détectée par un mental ancré fait plus résonance, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, que quand vous êtes dans une période de d'ouverture de conscience collective. On est dans une période vraiment où il est important de bien faire travailler son mental, de ne pas le bloquer. Après, quand vous êtes dans un monde, entre guillemets, de paradis terrestre, où vous n'êtes plus entouré de matériel traumatique collectif lourd, plus du tout, bah oui, là, vous pouvez vous permettre d'être dans des états méditatifs, dans des états de relaxation, vous permettant de plus exprimer votre monde inconscient, hein, et d'aller l'explorer, ce monde inconscient, hein, pour encore une fois, ce monde de l'inconscient est un monde qui, quand il est bien géré, est un monde imaginaire de légèreté et d'expression de cœur qui est un espace très important pour l'homme, hein. Comme le monde yang, le monde terrestre concret relationnel, est un espace de curiosité, d'apprentissage très passionnant pour l'homme. Les deux sont passionnants, mais j'insiste, en cette ère d'ouverture de conscience élevée de la collectivité, bloquer son mental n'est pas anodin, hein, n'est pas anodin parce que vous allez réveiller les problématiques en vous de façon plus rapide et pouvoir les gérer, c'est moins évident, hein, émotionnellement. Et là, vous pouvez, encore une fois, si vous faites tout remonter à la surface d'un seul coup, être sacrément traumatisé et faire entrer, laisser libre cours à vos démons, hein, aux démons égotiques qui n'auront de cesse d'essayer d'avoir prise sur votre libre arbitre à long terme. Hein, c'est ce que je vous dis, c'est que toujours, et là, bien sûr, les rituels sectaires sont basés sur ça. Que l'homme puisse lâcher prise, afin de voir remonter tous ces traumatismes d'un seul coup et qu'il soit une personne facilement mise sous emprise par les personnes autour de lui et qui lui font faire ces pratiques, hein.
Encore une fois, tout est logique. Et vous vous dites: «Oui, voilà, tout est là, hein. Tout ce que je vous raconte, c'est démontrable», d'où l'importance de ne pas se réveiller trop tard. Donc, dans la lecture intuitive de l'être unifié, l'être polarisé convoité n'aurait pas fait suffisamment de travail sur lui-même. Dans ce miroir inversé, l'être unifié inverserait les rôles car il serait trop fragile pour faire face à ses prégnantes blessures identitaires. L'être égocentré, traumatisé, attribuerait inconsciemment ses ressentis, ses vécus refoulés et ses fragilités psychiques à un autre polarisé, plus solide, sur lequel il pourrait déplacer massivement ce qu'il rejette en lui. Voilà toutes ces dynamiques psychologiques en place, où on voit que l'être égocentré, instinctivement, il va attribuer ses ressentis, ses vécus refoulés, ses fragilités psychiques à un autre plus solide en face de lui, sur lequel il pourra déplacer massivement, par projection, ce qu'il rejette en lui. L'être unifié percevrait ainsi, comme son jumeau, un être polarisé pour qui il éprouverait une attraction égotique signifiante. Ça serait une attraction égotique signifiante qui se jouerait entre l'être unifié et l'être polarisé. Ce ne serait pas une attraction basée sur les codes d'équilibrage, quoi. Tant qu'il y aurait trop de matériel traumatique chez la personne, elle serait attirée par une personne unifiée, partageant des problématiques communes avec elle, mais en défense complémentaire opposée. Donc l'aimantation se ferait alors sur des problématiques et non des richesses communes, hein. Autant dans un lien sain, on va avoir une aimantation qui va se faire sur des richesses communes, mais aussi des problématiques communes, les deux. Donc autant dans un lien traumatique, l'attraction entre deux personnes ne se fait que sur des problématiques communes. C'est pour ça que quand les problématiques sont réglées chez l'un, le duo va se séparer. Que si des duos ne se sont pas que construits sur des problématiques communes, mais aussi des richesses, ils resteront ensemble. Vous voyez? Donc, on voit que ces êtres unifiés construisent vraiment le lien avec l'être polarisé que sur des problématiques communes, dont l'un va se défendre dans une position active d'agresseur et l'autre va s'en défendre dans une position soumise d'agressé. Hein. C'est une problématique narcissique signifiante qui s'exprimerait et c'est normal que la personne de grand cœur, elle qui porte beaucoup de stress groupal parce qu'elle a un grand cœur et a une capacité, une endurance signifiante, elle est capable de porter pas mal de matériel traumatique. Elle le porte, tandis que l'être unifié en face qui le convoite le porte aussi, mais en tant qu'agresseur. Alors que l'être polarisé en face porte la même dose de matériel traumatique, mais en tant que étayant, en tant que être sacrificiel qui porte le stress des autres, qui porte le matériel traumatique des autres. Vous voyez comment ça colle comme ça. Donc par leur canal yin, les chasers unifiés, hein, les féminines masculins unifiés, ou les yin, hein, on va dire les yin unifiés, tenteraient d'implanter des pensées dysfonctionnelles dans la psyché d'un être polarisé. Voilà, et donc ils utiliseraient leur canal yin, hein, puisque ces êtres unifiés auraient un canal yin développé, hein, des dons extrasensoriels développés, puisqu'ils seraient vraiment dans une énergie unifiée. Ils utiliseraient cette énergie unifiée pour contrôler l'être polarisé, mais plus dans les mondes extrasensoriels, des mondes de l'inconscient. C'est pour ça que c'est important de parler de l'inconscient. Et ils tenteraient d'implanter des pensées dysfonctionnelles dans la psyché de ces êtres polarisés, hein, ces chasers unifiés. Donc, ces yin pratiqueraient alors les codes intérieurs de l'amour inconditionnel, de l'amour donc égotique et artificiel, pour mieux ensorceler l'objet convoité, polarisé. Donc on voit comment il est important de prendre en compte le monde de l'inconscient, puisque ces êtres unifiés utilisent leur espace privilégié du monde extrasensoriel ou du monde des rêves pour opérer leur emprise sur les yang polarisés, féminins ou masculins, et que ces yang polarisés féminins ou masculins
n'ont pas nécessairement conscience de ce qui se passe dans ces mondes yin. Même s'ils y accèdent, ils vont, tant qu'ils ont trop de matériel traumatique sur eux, ils vont le refouler et ne plus avoir accès dans la conscience. Voilà. Alors, je vous dis pas, les yin unifiés non plus, ils ont un matériel traumatique signifiant, donc quand ils se réveillent, notamment, ils n'ont pas accès à tout. Hein, mais eux, ils vont interpréter en lecture inversée. Hein, c'est plus ça. Mais ils ont accès quand même, par leur canal yin, à des informations signifiantes quand même. Hein, ils sont yin, hein, ils ont accès à des informations signifiantes, mais je précise, ils ont eu accès et ils l'interprètent en lecture inversée, tout ce qui se joue dans ces mondes yin. Donc c'est pour ça que ces êtres unifiés décrivent leurs jumeaux souvent comme trop terre à terre, trop ancrés, trop... parce que c'est un yang polarisé, hein, le jumeau. Et il n'a pas ces capacités extrasensorielles, le jumeau soit féminin ou masculin, ces capacités extrasensorielles, il les a pas. Hein. Et donc dans leur outil privilégié yin, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils se sentent dans une situation, entre guillemets, de supériorité, en se disant, oui, nous on a fait le travail, on accède à tout ça, alors que c'est leur essence yin qui leur permet d'accéder à tout ça. Mais de toute façon, ils en font quelque chose qui n'opère pas, qui n'est pas équilibrant, puisque de ce canal yin, ils vont tout interpréter en miroir déformé, ce qui va les amener de plus en plus à sombrer dans le matériel traumatique pour avoir une vision de plus en plus inversée de la réalité, et ils vont être de plus en plus traumatisés. Mais on voit comment tous ces êtres unifiés seraient des yin qui s'ignorent, hein. C'est-à-dire, ils n'auraient même pas conscience, ça je vous en ai parlé dans une vidéo, qu'ils ne sont pas de même nature énergétique que leur objet convoité. Eux seraient yin, avec des capacités extrasensorielles qui ne pourraient qu'utiliser à mauvais escient, et en face d'eux, ils auraient un yang polarisé qui appartiendrait bien à ce monde yang polarisé, vous voyez, et que donc il aurait le yang plus les codes d'équilibrage relationnel de ce monde de matière que eux en tant que yin unifié. Mais ça, ils seraient incapables de le concevoir. Tous ces êtres, mais n'auraient, bon, pour ceux qui ont vraiment, j'insiste bien, parce que c'est encore une autre chose, pour ceux qui seraient plus dans le côté humain pré-adamique unifié, ils auraient un réservoir énergétique et des ouvertures de conscience moins élevées que l'on va dire les anges lucifériens incarnés. Donc, eux, par leur manque d'ouverture de conscience, verraient qu'ils ont des dons que d'autres n'ont pas, mais ils n'auraient pas conscience de leur réelle nature yin pré-adamique et de la façon dont les anges noirs incarnés et les lucifériens leur implanteraient à eux-mêmes des pensées égotiques pour les contrôler et qu'ils soient amenés, ces yin pré-adamiques, à pratiquer les mauvais codes pour ensorceler un yang polarisé et pour, au travers de ces situations abusives, récolter l'énergie polarisée pour eux, mais surtout pour, en amont, le système luciférien ange noir. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a tout un chaînon et que même les êtres pré-adamiques seraient abusés par les êtres lucifériens incarnés, hein, dans cette pyramide. Et tout se jouerait dans la matière à l'heure actuelle, puisqu'on serait en phase d'équilibrage de fin de parcours. Donc tout se jouerait dans la matière, ange incarné et humain pré-adamique, ange luciférien incarné et humain pré-adamique incarné. Hein. Mais tout ça, j'en ai parlé dans toutes les vidéos, mais c'est pour vous amener à aller chercher les informations dans les autres vidéos, parce que tout ça, ça suit une grande logique, mais c'est tellement riche on ne peut pas tout reprendre. Même si à chaque fois j'essaie de reprendre le plus possible les choses pour que vous compreniez bien qu'il y a vraiment emboîtement exhaustif de tous des puzzles quand constitue le grand puzzle de l'histoire de l'humanité. Donc, par leur canal yin, les chasers unifiés tenteraient d'implanter des pensées dysfonctionnelles dans la psyché d'un runner polarisé finalement, hein, polarisé yang. Donc, ils pratiqueraient alors les codes intérieurs de l'amour inconditionnel, égotique et artificiel pour mieux ensorceler l'objet convoité, yang. Ils profiteraient de chaque tension s'exprimant dans le duo polarisé divin pour s'immiscer en tant qu'énergie tierce cherchant à séparer les deux moitiés.
comment ils opéreraient? Tout simplement en profitant des tensions s'exprimant dans le duo polarisé, hein, puisque dans leur lecture inversée, ils confondraient l'énergie tierce. L'énergie tierce, ils l'assimileraient. La vraie énergie tierce serait assimilée à une flamme jumelle, et la flamme jumelle serait assimilée à une énergie tierce, tout en lecture inversée. Et donc, si les anges noirs incarnés, eux, comme je vous l'ai expliqué dans les dernières vidéos, quand je vous ai parlé du duo divin Corps-Yin divin, Corps-Yang divin, et de la gourou lilicienne qui opérerait par son esprit dans le couple divin, non pas dans le relationnel, par son esprit, dans les systèmes humains pré-adamiques, certes, ces systèmes humains pré-adamiques n'auraient pas le réservoir énergique aussi puissant que les anges noirs incarnés pour le faire, mais ils seraient utilisés par ces anges noirs incarnés en télépathie pour provoquer des parasitages dans le vrai duo polarisé âme jumelle. En fait, quand on a tous ces codes, ces rituels à pratiquer les techniques unifiées d'amour inconditionnel de façon intérieure, on a la technique logique utilisée pour déséquilibrer le duo polarisé puisqu'en pratiquant les codes de l'amour inconditionnel de façon intériorisée, comme je vous le dis souvent, vous faites remonter les traumatismes de façon excessive. Donc, la personne qui pratique ça est de plus en plus possédée par son ego, mais elle va posséder, en vase communicant, l'objet convoité, puisque cet objet convoité a une part d'elle en lui, hein, puisque, ça c'est encore d'autres articles que j'ai fait, mais quand vous avez eu il y a des vases communicants énergétiques. Ce faux jumeau, qui serait leur flamme jumelle, comme elle a une problématique narcissique de même intensité en défense complémentaire, ça amène des vases communicants entre elles, surtout qu'il y a eu au moins rencontre une fois, hein, il suffit qu'il y ait aussi une fois rencontre, et la rencontre s'explique entre eux parce que dans leur problématique narcissique, ils arrivent au moment où cette problématique narcissique s'exprime dans la même intensité avec des défenses complémentaires parfaites entre eux. Tout ça, il y a encore une logique énergétique d'attraction. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand la personne utilise ces codes unifiés, elle va de plus en plus être possédée par son ego, et par vase communicant, elle va posséder égotiquement l'objet convoité polarisé. C'est-à-dire que la personne unifiée va posséder énergétiquement la personne polarisée, puisqu'en étant plus possédée, elle, égotiquement, au travers de ses codes unifiés, l'autre en face, qui a une partie de son identité énergétique par vase communicant, va être dans cette partie d'identité énergétique partagée, va aussi vivre les possessions égotiques croissantes chez l'autre. C'est tout ça que j'explique, c'est il faut revoir toutes les autres vidéos. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est la stratégie, cette histoire, quand je vous dis que la meilleure arme du mal, c'est d'entretenir ces codes de l'amour inconditionnel de façon intériorisée, c'est que la personne qui pratique ça, finalement, elle va être possédée de plus en plus par son ego traumatisé. L'autre qui apparaît comme la flamme jumelle et qui a un peu de son identité énergétique en lui, au moment où la personne aura ses possessions égotiques, lui aussi aura, dans une
dose moins élevée, mais aura les possessions égotiques. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des renards polarisés qui arrivent à s'enfuir, hein, parce qu'ils, certes, ils sont obsédés, ils sont possédés par l'ego de l'autre, mais en quantité énergétique moins importante que la personne possédée, heureusement. Mais il y a toujours ce dosage réunissant, ce dosage finalement où il faut que la personne polarisée ait suffisamment d'affirmations justes pour essayer de se dégager des possessions égotiques croissantes et venant de l'autre, d'un autre qui serait de plus en plus dans les codes traumatiques. Voilà ce qu'on peut dire. Je sais que c'est pas... Mais vous reprenez tous les articles, tout ça, pas nécessairement les vidéos, mais les vidéos complètes aussi. Mais si vous reprenez tout, vous allez comprendre, mais il faut reprendre tous les articles, quoi, et toutes les vidéos. Mais c'est de l'énergétique, c'est la logique des systèmes polarisés, encore une fois, tout ça se tient.